Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée à la une de l'actualité ce samedi. Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, reçoit au Palais royal de Rabat les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale et centrale. Journée nationale des droits de l'enfant, l'ONDE lance à Rabat la 17e édition du Congrès national des droits de l'enfant. L'événement, organisé sous la présidence effective de son Altesse royale, la princesse Lalla Brahim, présidente de l'ONDE, met l'enfant au cœur d'une feuille de route ambitieuse à l'horizon 2030. Nous parlerons également santé, focus sur une intervention chirurgicale très en vogue qui promet une silhouette redessinée. La liposuction, cette tendance esthétique peut parfois cacher des risques. Nous en parlons avec un spécialiste. Bonsoir, activité royale en ouverture de cette édition. Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a reçu aujourd'hui au Palais royal de Rabat les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale et centrale. الله يصلحك ورد على القلب سيدي السيد محمد علي حبوها عامل إقليم الله يصلحك ورد على القلب سيدي السيد جمال خلوق أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Rabat, à l'heure du 17e Congrès national des droits de l'enfant. Les travaux se sont ouverts aujourd'hui sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de la présidence effective de son Altesse royale, la princesse Lalla Brahim, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Avec à l'ordre du jour l'enfant face aux enjeux contemporains, l'occasion de faire écho aux stratégies portées par le souverain en faveur de l'enfance, notamment la réforme du système éducatif ou encore la mise en œuvre de la protection sociale. Organisée à l'occasion de la Journée nationale des droits de l'enfant, cette nouvelle édition met un accent particulier sur des enjeux pressants tels que la protection des enfants contre les violences, y compris en ligne, l'éducation inclusive, le changement climatique, les transformations numériques, la santé mentale ou encore la justice adaptée aux enfants. Je vous propose d'écouter à ce propos Laura Bill, représentante de l'UNICEF au Maroc, et Cécile Abtel, directrice adjointe du bureau de l'UNICEF pour la recherche et la prospective. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau du Maroc pour les droits des enfants, mais il reste encore beaucoup de défis à remplir, notamment dans le système de la protection sociale et la budgétisation des allocations spécifiques budgétaires pour la protection sociale. Et je tiens à remercier donc l'Observatoire, mais aussi son Altesse, la princesse Leila Meriem, pour son engagement et son dévouement depuis des années et des années sur les droits de l'enfant. Je viens de faire une présentation qui essayait un peu de voir les projections quand on se projette vers l'avenir. Quels sont les grands défis pour les enfants, non seulement aujourd'hui, mais pour les grands défis pour les enfants de demain. Et on sait qu'on vit dans un monde où d'abord en fait beaucoup d'enfants aujourd'hui font face à des guerres, à des catastrophes naturelles, à des situations de tension extrême. Et on sait malheureusement que ça risque de continuer comme ça. Mais il y a aussi des défis pour les enfants qui vivent en paix et qui vivent bien, qui sont les défis relatifs à l'éducation, à l'école et à l'apprentissage.
Parlons santé à présent. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à être séduits à l'idée de remodeler vos silhouettes. Certains préfèrent avoir recours au service d'un chirurgien esthétique pour subir une liposuction. Comprenez, dissolution de la graisse. Une option de choix qui promet des avant-après miraculeux. Quid de l'essor de cet acte chirurgical, mais surtout des risques et effets secondaires qui peuvent accompagner votre passage au bloc. Élément de réponse dans ce reportage de Sarah Katir, Samira Sabbal, Mohamed Ouda, Mehdi Karakchou. Le commentaire est signé Sophia Fakrout. Qui aurait dit qu'un jour, la beauté prendrait naissance dans la froideur d'un bloc opératoire? La liposuction, l'acte chirurgical le plus tendance. C'est un peu l'idée d'obtenir une taille de guêpe, sans privation ni transpiration. Dans ce cabinet de médecins, nous rencontrons cette jeune femme, une survivante, comme elle-même se présente. Il y a quelques mois, elle a subi une liposuction chez un autre praticien et elle a failli y perdre la vie. La liposuction peut avoir des effets que l'on peut gérer facilement, comme des hématomes. Mais des fois, les répercussions peuvent être dangereuses, comme des obstructions des veines qui peuvent conduire au décès. Selon les spécialistes, la liposuction ne doit être envisagée qu'en dernier recours, après avoir épuisé sans succès les solutions naturelles, comme une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Mais tous les corps ne sont pas éligibles à ce genre d'intervention. Certaines pathologies, comme les troubles de coagulation, les maladies cardiovasculaires graves ou encore le diabète mal équilibré, constituent des contre-indications majeures. La liposuction doit être réglementée et réservée à des cas précis. L'acte doit être accompagné d'un régime alimentaire pauvre en glucides et nécessite un encadrement non seulement par un chirurgien plasticien, mais aussi par un psychologue. Parce qu'il existe beaucoup de cas de personnes qui se sont débarrassées de la graisse pour la reprendre peu de temps après. La liposuction est un acte chirurgical qui doit donc être pratiqué par un chirurgien. Lui seul connaît l'anatomie médicale et les organes qui pourraient être affectés par l'opération. Il saura aussi gérer les complications qui pourraient survenir. Et il est habilité à effectuer ce genre de chirurgie. La liposuction peut apparaître comme une promesse de transformation rapide. Elle n'en est pas moins une démarche lourde de sens. Aucun acte chirurgical ne peut se substituer à une hygiène de vie saine. Car au-delà de l'esthétique, c'est bien de la santé qu'il est question. Et dans ce domaine, chaque choix doit être mesuré, exactement comme un coup de bistouri. Avec nous pour nous éclairer sur le plateau, le docteur Mohamed Kouhen, chirurgien de l'obésité à Casablanca. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous tout d'abord, qu'est-ce qu'une liposuction? Ça a été dit dans le reportage, la liposuction consiste à enlever la graisse qui est sous la peau. Chez les patients qui ont un excès de graisse, on peut éventuellement mettre un espèce de tuyau et aspirer cette graisse. Éliminer sur certains endroits. Voilà, surtout dans des endroits bien particuliers, au niveau de l'abdomen, au niveau des bourrelets d'amour, au niveau des avant-bras. Voilà. Qui sont les patients éligibles à être opérés? Eh bien écoutez, il faut reconnaître, moi je ne suis pas habilité à parler de la liposuction parce que je suis chirurgien digestif et chirurgien de l'obésité, mais je vois beaucoup de patientes de ce genre-là et on travaille en équipe avec les chirurgiens plasticiens. Effectivement, c'est une intervention chirurgicale, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est une intervention chirurgicale qui doit être entourée par toutes les précautions, comme d'habitude. C'est-à-dire que les patients doivent être vus par le chirurgien plasticien pour déterminer le protocole qu'on va réaliser chez ces patientes. Elle doit être vue par le médecin anesthésiste avant l'intervention et subir un bilan préopératoire qui va permettre de dire qu'on peut faire une intervention sans trop de risques. Est-ce que justement un chirurgien plasticien peut éventuellement refuser à pratiquer un tel acte chirurgical sur l'une des patientes et si oui, pourquoi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un chirurgien plasticien doit en principe, lorsqu'il y a des prémices qui peuvent prévoir une complication, peut éventuellement refuser l'intervention. En tous les cas, la consultation préopératoire
doit comporter une explication claire pour la patiente, pour qu'elle puisse comprendre quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'un tel geste. Et ce sont des gestes qui ne sont pas anodins. Il y a quelquefois, et heureusement rarement, et quelquefois sont de trop, on peut avoir effectivement des complications, et parfois des complications assez sérieuses, comme ça a été dit dans le reportage, des complications au niveau des veines, qui sont parfois des complications graves et mortelles. Enfin, on peut avoir soit une migration d'un bout de graisse, soit une migration d'un caillot sanguin au niveau des vaisseaux, et qui arrive au niveau du cœur, et qui peuvent se terminer parfois par le décès. Heureusement, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Il y a d'autres complications qui sont encore beaucoup plus supportables, mais lorsqu'on va subir une intervention de chirurgie esthétique, on se retrouve avec une complication, c'est pas très très agréable. Donc les patients sont généralement sélectionnés, et bien sélectionnés, avant l'intervention chirurgicale. Justement, avant de parler d'inconvénients, parlons des avantages. La liposuction est-elle une technique sûre? Promet-elle des résultats probants? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut sculpter les corps comme on veut. Enfin, les chirurgiens plasticiens ont la possibilité, effectivement, de faire disparaître la graisse d'un côté, la remettre dans un autre lieu du corps, et effectivement sculpter carrément le corps humain pour satisfaire généralement les patientes désireuses de se faire opérer de cette chirurgie-là. Parlons justement des complications, vous venez de les citer, elles peuvent survenir comme dans toute autre opération chirurgicale. Face à une montée des cas isolés de décès relevés chez certaines patientes, quels sont les risques vitaux qui peuvent être associés à une liposuction? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque intervention chirurgicale comporte des risques, que ce soit une intervention de chirurgie esthétique, que ce soit une intervention de chirurgie de l'obésité par exemple. Ces complications sont principalement on les prévient, on essaie de les prévenir avant par un bilan préopératoire, par des consultations, mais généralement on travaille sur un corps humain, et le corps humain est tellement complexe qu'on ne peut pas tout prévoir. Alors ce qu'on demande aux chirurgiens ou ce qu'on demande aux médecins, c'est justement les moyens pour éviter toutes les complications. Mais les complications existent, malheureusement, et il faut savoir faire le pour et le contre de chaque intervention avant de s'engager dans ce genre de trucs. Et rien ne remplace un mode de vie, une hygiène de vie saine. Ça c'est très très important. C'est-à-dire que dans tous les domaines, les médecins vont vous parler de l'hygiène de vie, des conditions de vie pour justement essayer de ne pas tomber malade. Je vous remercie, professeur Dr Mohamed Cohen, chirurgien de l'obésité à Casablanca. Merci à vous. Nous vous l'annoncions en début de ce journal. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale et centrale. Nisrine Hamdawi. Il s'agit de wali à l'administration centrale. Monsieur Samir Mohamed Tezi, wali secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Monsieur Mohamed Fouzi, wali inspecteur général de l'administration territoriale. Monsieur Hassan Armari, wali directeur des affaires électorales. Monsieur Abdelhak Harraq, wali directeur des systèmes d'information et de télécommunications. Il s'agit aussi de gouverneur à l'administration territoriale. Monsieur Mohamed Ali Habouha, gouverneur de la province de Stats. Monsieur Jamal Khallouk, gouverneur de la province de Barchid. Monsieur Adil El-Maliki, gouverneur de la préfecture de Mohammedia. Monsieur El-Hassan Boukouta, gouverneur de la province de Ben Slimane. Monsieur Samir Liazidi, gouverneur de la province de Qlat Sragna. Monsieur Mohamed Dirham, gouverneur de la province de Sidi Ifni. Monsieur Brahim Abou Zaid, gouverneur de la province de Sfro. Monsieur Hicham Dghri Alaoui, gouverneur de la province de Khribga. Monsieur Hamid Chnouri, gouverneur de la province de Berkane. Monsieur Mohamed Salem Sibti,
gouverneur de la province de Choukaït Baha. Monsieur Nourdin Ouabou, gouverneur de la province de Figuig. Monsieur Mohamed Rachid, gouverneur de la province d'Essaouira. Monsieur Mounir Houari, gouverneur de la province de Sidi Ben Nour. Madame Bouchra Barradi, gouverneur de la province d'arrondissement de Ain Chouk. Monsieur Abdelmoumen Taleb, gouverneur de la province de Youssoufia. Monsieur Omar Lemrini, gouverneur de la province de Hajib. Monsieur Mohamed Bari, gouverneur de la province de Tata. Monsieur Younes El-Khouildi, gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la wilaya de Rabat Saleh Kenitra. Monsieur Oulaïd Lemsfer, gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la wilaya de Tanger-Tétouan Al-Husseima. Madame Hanan Riahi, gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la wilaya de Marrakech-Safi. Il s'agit aussi de gouverneurs à l'administration centrale. Monsieur Abdullah Al-Alawi, gouverneur directeur de la communication au ministère de l'Intérieur. Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Al-Alawi. Place à votre escale culturelle hebdomadaire. Ce soir, nous la consacrons à un ouvrage qui nous dresse des ponts entre deux royaumes liés par une amitié riche et séculaire, marquée par des siècles d'échanges diplomatiques et de relations humaines distinguées. Entre deux rives, Maroc, Belgique, histoire parallèle, destin croisé, un livre paru aux éditions Maha. L'auteur Hassan Boustaï retrace un héritage en partage, une trame narrative avec pour fil rouge la mémoire collective des Marocains de Belgique. Une réflexion qui érige l'axe nord-sud en modèle vertueux de liens humains privilégiés. Reportage de Saïdi Jassi Manablou et Mehdi Karakchou. Et si Marocains et Belges se connaissaient depuis fort longtemps, aussi loin que l'on ne puisse l'imaginer? C'est le constat que fait Hassan Boustaï dans ce beau livre, que ce féru d'histoire intitulé « Entre deux rives », un travail qui voit enfin le jour après plusieurs années de réflexion. Vous savez, beaucoup de lecteurs me posent la question, vous avez travaillé combien de temps pour ce livre? Et souvent je réponds, j'ai travaillé 30 ans. J'ai travaillé 30 ans parce que ça correspond au début de mes réflexions lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas. Depuis mes premières années de chercheur, je me suis intéressé à la migration marocaine. Et je suis arrivé à un constat assez rapidement, c'est qu'il y avait peu de choses écrites sur l'histoire des migrations marocaines. C'était une histoire invisible. Donc avec des collègues, on a passé de nombreuses années à travailler, à reconstituer cette histoire. On a notamment produit un livre en 2004 à l'occasion des 40 ans de l'accord bilatéral entre le Maroc et la Belgique qui a amené les travailleurs marocains vers la Belgique. Et on a pu compenser ce déficit d'histoire. Un déficit d'histoire ou une histoire méconnue que Hassan Boustaï éclaire dans ce travail pour la mémoire. Abondamment illustré, le livre s'inscrit dans un temps plus lent et révèle plusieurs aspects d'une coopération aussi dense que multiforme. Les Belges savent que Léopold II a vécu une grande aventure avec le Congo, mais peu de Belges savent qu'avant même d'aller au Congo, et il n'y a pas été personnellement, il n'a jamais mis les pieds au Congo. En revanche, il a été souvent au Maroc. Très très souvent à partir de 1862. Donc imaginez, Léopold II devient le souverain du Congo en 1885 à la conférence de Berlin qui organise le partage de l'Afrique, mais il est déjà au Maroc en 1862 et il y viendra souvent parce que son rêve était d'établir un comptoir commercial qui aurait pu lui donner des ambitions de développer une colonisation.
Une invitation à dépasser les clichés, à refuser les simplifications et à embrasser l'histoire dans toute sa richesse et sa complexité. Un appel à retisser du lien et à bâtir de nouveaux ponts entre deux rives, pas si étrangères l'une à l'autre. Et l'auteur et professeur universitaire Hassan Bousta nous rejoint en direct depuis Bruxelles. Bonsoir et merci d'avoir accepté d'être l'invité de l'escale culturelle de ce samedi. Entre le royaume du Maroc et le royaume de Belgique, une longue histoire de plusieurs siècles, une histoire faite de liens humains, sociaux et culturels. Si vous aviez à définir la nature des relations qui unissent les deux peuples et les deux pays, que diriez-vous ? Alors tout d'abord, je dois faire cette précision que, tout d'abord, merci pour l'invitation, et puis je dois tout de suite faire la précision que la Belgique est une construction récente. La Belgique est née au 19e siècle. Mais ce qui m'a guidé dans la rédaction de cet ouvrage, c'est de réfléchir à l'espace qui correspond à la Belgique actuelle et qui a été occupé par différentes puissances. On a été ici en Belgique, Pays-Bas espagnols, et puis ensuite autrichiens, et puis il y a eu différentes phases d'installation. Ce qui m'a intéressé, c'est de lire cette histoire à travers les différents contacts que les hommes et les femmes de ces deux espaces ont connus à travers les temps. Et je suis remonté très loin parce que ce qui m'intéresse dans cet exercice, ce n'est pas de produire une historiographie, parce que cet ouvrage n'est pas l'ouvrage d'un historien, c'est une évocation historique avec des ellipses, avec de temps à autre une focalisation sur des périodes où il y a eu de l'activité entre les deux rives. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de les relire à la lumière d'aujourd'hui, parce que l'historiographie est en partie incomplète et la mémoire l'est également. Et donc je voulais interroger l'histoire, interroger les constructions mémorielles et voir aussi comment elles impactent nos identités. Alors, vous savez qu'on est fort tributaire d'un 19e siècle qui a connu une Europe triomphante et qui a regardé parfois le reste du monde avec appétit et parfois avec un fort sens de la domination. Aujourd'hui, on est dans un monde qui a beaucoup changé et c'est l'occasion, me semble-t-il, de réfléchir à ces aspects-là et voir que eh bien, il y a eu différents types d'échanges entre nos sociétés, entre le nord-ouest de l'Europe et le Maroc. Justement, Hassan Bousta, entre deux rives, c'est l'intitulé de votre ouvrage. Entre deux rives, il se passe beaucoup de choses à plusieurs niveaux, des partenariats, des rencontres mémorables, des échanges culturels. Que peut-on retenir de tout ce que nous avons accompli ensemble ? Alors d'abord que nous ne sommes pas si étrangers les uns aux autres. Vous savez que l'Europe est aujourd'hui confrontée à une montée de réflexions un peu sombres, de passions tristes. On a aujourd'hui des pays qui sont tous menacés par une conception très étroite de l'identité. Et lorsqu'on regarde historiquement, on s'aperçoit qu'on a eu beaucoup d'échanges. Des échanges qui ont été portés par des savants. Comment, par exemple, les sciences arabes qui ont été rayonnantes pendant toute la période andalouse a permis à des centres intellectuels comme Fès, l'université Al-Qarawiyyin, a permis d'irriguer toute l'Europe du Nord-Ouest par ses connaissances, l'arrivée des chiffres arabes, des sciences, des techniques. Tout cela a été une œuvre qui est venue du Sud vers le Nord. Et puis, on a eu aussi des échanges marchands. Les commerçants flamands qui étaient à la base du développement du capitalisme ont été parmi les premiers à s'installer au Maroc, à établir des comptoirs commerciaux. Donc, on a eu des échanges de savants, de commerçants. On a eu aussi des rencontres militaires, et j'en explique quelques-unes, notamment l'intervention des gardes wallonnes à l'occasion du siège de la ville de Ceuta. J'évoque tous ces aspects historiques qui montrent qu'en réalité, alors qu'on voudrait nous présenter comme des civilisations et des nations et des cultures éloignées les unes des autres, l'histoire ne manque pas de moments de rencontre. Et le plus grand moment de rencontre, malgré tout, ça a été la grande dynamique d'émigration du Maroc vers le nord-ouest de l'Europe après l'indépendance du Maroc, et qui a aujourd'hui produit une présence humaine extrêmement importante qui permet ce genre de retour réflexif. Aujourd'hui, c'est aussi parce que l'immigration marocaine est très significative en Belgique qu'il y a une volonté aujourd'hui de se pencher de manière beaucoup plus large sur nos histoires parallèles. Justement, à l'heure où l'on assiste à cette montée du populisme en Europe et dans le monde, y a-t-il encore une place pour le dialogue apaisé entre les deux rives, entre le Nord et le Sud ?
Oui, j'en suis absolument convaincu. Je pense que les opinions publiques européennes ne sont pas univoques. Il y a dans l'opinion européenne des forces qui comprennent ce message, qui le soutiennent, qui le défendent et qui combattent pour une Europe ouverte, une Europe qui reconnaît ses héritages multiples, son héritage arabo-andalou, son héritage musulman, et inversement, le Maroc doit aussi reconnaître des influences européennes, et il le fait de manière magistrale d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a des forces qui sont des forces de progrès, des forces lumineuses sur lesquelles on peut encore travailler, même si on voit que l'inquiétude règne, évidemment, puisque les résultats électoraux n'incitent pas à être très optimiste, mais je pense qu'il y a des forces de résistance qui peuvent s'appuyer sur ce type de travail qui est un travail... Vous avez parlé d'immigration. Hassan Bousta, la Belgique compte une importante communauté marocaine. Comment aujourd'hui le Marocain vivant en Belgique ou même né en Belgique vit-il sa double culture ? Et je crois que, vous savez, une caractéristique de la présence marocaine en Belgique, c'est qu'elle a connu un certain nombre de très grands succès, il faut le reconnaître, en matière politique, en matière artistique, culturelle. La visibilité, la contribution des Marocains à la vie dans toutes ses dimensions, à la vie en Belgique dans toutes ses dimensions, est importante. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer le fait qu'il reste des fragilités. On a des difficultés sur le plan de l'insertion sur le marché du travail. Il y a des difficultés liées notamment à une certaine partie de la jeunesse qui sont parfois dans des situations d'exclusion très fortes et qui peuvent parfois surréagir à ces situations. Mais je crois qu'il y a une dualité, mais beaucoup de choses très positives. On ne mesure pas suffisamment qu'en 60 ans, l'immigration marocaine en Belgique a fait des choses très importantes. Mais mon intérêt dans ce livre, il a aussi été par rapport à la population belge au Maroc. Vous savez que les Belges au Maroc ont réalisé des choses très importantes. Ils ont contribué aux côtés des Marocains, à travers de la coopération technique, à façonner beaucoup de choses dans le pays. Et donc je crois qu'il faut rappeler tout cela, le montrer, l'illustrer, le défendre, et c'est vraiment l'exercice que j'ai essayé de faire en écrivant ce livre. Des liens humains donc privilégiés de part et d'autre. Je vous remercie Hassan Bousta, auteur et professeur universitaire. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de l'Escale culturelle de ce samedi. Avec plaisir. Et on enchaîne avec du sport. Les amateurs de la petite balle jaune avaient rendez-vous ce samedi avec la finale du Grand Prix, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem de tennis. Pour cette 23e édition qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, c'est la toute jeune Australienne Maya Join qui l'emporte en 2-7 sur le score de 6-3, 6-2. Devant un public au grand complet sur les gradins du club de l'Union sportive des cheminots du Maroc, elle est venue à bout de la Roumaine Jacqueline Christian. L'Australienne qui s'est également imposée dans l'épreuve du double. Et avant de refermer ce journal, cette action solidaire organisée au profit des enfants et adolescents cancéreux. Une exposition vente a eu lieu hier à Rabat, portée par l'Association des Français du Royaume en partenariat avec l'association Aribat Al-Fatah. Elle tend la main à des jeunes patients vulnérables et met à leur disposition une prise en charge médicale, mais aussi une généreuse communauté de donateurs. De quoi les aider à supporter les coûts onéreux des traitements et de leur offrir une vraie perspective d'avenir. Yassine Maazi, Mohamed Jabri et Dominique Orlando. Pour la quelques vingtaine d'exposants ayant pris part à ce marché solidaire dans la capitale, l'adhésion a été plus qu'immédiate. Et peu importe leur planning établi au préalable, ils ont tous tenu à répondre présent pour soutenir ces enfants de l'association L'Avenir. Parce que je suis trop cramé, j'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier le ciel, fait noir. N'importe qui m'aurait demandé une exposition ce vendredi après-midi, j'aurais dit non. Quand j'ai entendu parler de l'avenir, j'ai dit ok, j'y vais. En tant que mère, ça me touche beaucoup. Donc on est là pour soutenir les enfants, on est derrière les enfants pour la bonne cause.
Évidemment, c'est une cause qui nous touche tous, d'autant plus celle des enfants. Moi, hier, j'avais une interview, la dame m'a dit, moi, je vais venir en tant que maman, parce que c'est tellement touchant, évidemment, de voir ces enfants, quand vous avez vu leur sourire. Un moment de répit loin de l'hôpital pour ces très jeunes enfants accompagnés de leur maman. Ils ont eu droit à une petite parenthèse enchanteresse et enjouée. Car oui, tous les rêves de rémission et de guérison existent bel et bien. Ils sont de l'ordre du possible. Ils arrivent à en sauver maintenant. Ça dépend de la maladie. Dans certaines maladies, jusqu'à 90%. Comme, je ne sais pas moi, peut-être la maladie d'Hodgkin ou autre. Mais en tous les cas, beaucoup guérissent complètement. Nous avons des enfants qui ont fait des études supérieures, qui sont mariés, ont des enfants et tout est très bien. Tout se passe très bien. Depuis la construction de la Maison de l'Avenir en 1995, l'association s'est assignée comme honorable mission d'accompagner ces enfants malades sur le chemin de tous les possibles. Cela requiert de la compétence, mais aussi beaucoup de dons de soi. Car c'est bien cet échange affectif avec l'enfant qui peut lui redonner et courage et confiance. Et voilà, c'est sur cette note d'espoir que vient s'achever ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.